Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, c'est Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group, qui répond à Jean-Baptiste Huette depuis le salon Euronaval à Villepinte. 29e salon Euronaval, on est avec Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group. Bonjour Pierre-Éric Pommelet. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également le président du GICAN qui regroupe toutes les entreprises de construction navale en France. On en dira un petit mot tout à l'heure. Pierre-Éric Pommelet, vous êtes un acteur et en même temps un observateur du monde qui est en train de changer. On accumule depuis maintenant quelques années des crises géopolitiques. On voit des États qui se réarment massivement, en particulier dans l'industrie navale. Comment vous regardez tout ça ? Vous avez raison, je crois qu'il y a un fait maritime en cours. Les nations, l'opinion publique aussi, les opinions se rendent compte que pour protéger les pays, protéger les nations, il faut protéger les mers et les océans. Et prenons la France, une zone économique exclusive extrêmement vaste nécessite une marine nationale pour être capable de la protéger et de participer à des coalitions et des alliances. Donc oui, fait maritime qui se traduit cette année par un très grand nombre de participants au salon Euronaval. La mer, plus que jamais, au premier plan. Les câbles sous-marins, le commerce mondial évidemment, les gazoducs. Oui. Alors plus que jamais, mais depuis toujours. Ouais. Je crois que depuis toujours, la mer est la voie de navigation, d'échange, de mondialisation. Plus que toujours, peut-être qu'on la redécouvre. Mais en fait, le trafic Internet, j'ai oublié. Le trafic Internet, 90%, plus de 90% des échanges passent par la mer. 99% de l'Internet passe par des câbles sous-marins. Et donc, ce qui se passe à la surface des océans pour protéger les voies navigables, pour protéger les mers et les océans, ce qui se passe sous les mers, on l'a vu récemment avec de l'actualité, sont absolument indispensables pour, comme je l'ai dit, protéger les nations, se protéger demain. Comment Naval Group se place au milieu de cet échiquier mondial? Comment, quelle zone aujourd'hui vous regardez? Où est-ce que vous devez être absolument? Comment se porte le groupe également? Comment se porte le groupe? Donc Naval Group est une entreprise entièrement dédiée au naval de défense, qui a une activité dans le domaine des bâtiments de surface, dans le domaine des sous-marins. Naval Group livre, je dirais, d'abord la Marine nationale et la France. C'est à peu près 2/3 de notre activité et 1/3 de l'activité à l'international dans un très grand nombre de pays qui ont des accords de défense avec la France. Vous savez que nous exportons des bateaux avec les pays qui ont des accords avec la France et voilà, dans tous les domaines. Donc je dirais aujourd'hui Naval Group a un plan de charge soutenu dans ces deux domaines d'activité, bâtiments de surface, sous-marins, et puis l'entretien, la maintenance, puisque une fois qu'on a livré une capacité navale, en général, ce sont des bateaux qui vont être là pour des dizaines d'années et qui nécessitent toute une activité de service et de maintenance autour. Vous avez dit, on a un plan de charge soutenu. Je pense évidemment tout de suite aux cadences de production et à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la supply chain et tous les sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, toutes ces PME. Oui. On a vu ce qui s'est passé, on voit ce qui se passe encore dans l'aéronautique. Comment ça se passe dans le maritime, dans le naval de défense? Alors, comment ça se passe dans le maritime? Tout d'abord, Naval Group, grande entreprise française et comme je l'ai dit, engagée à l'international, à 90% de ses achats en France. Et donc, c'est vrai que nous travaillons avec un très grand nombre, des centaines d'entreprises françaises qui nous accompagnent dans la livraison, dans la production, dans le soutien, la maintenance de nos sous-marins, leurs sous-marins nucléaires pour la France, et puis frégates, bâtiments de surface, porte-avions. Voilà, donc c'est une supply chain souveraine, on l'appelle supply chain, donc un nombre d'entreprises souveraines permettant de livrer les capacités dont la marine a besoin. Et donc elle nous accompagne dans cette charge soutenue, mais soutenue pour livrer les clients qui ont besoin de nos navires. Quel est son état de santé à cette supply chain? Est-ce qu'elle est dans un état meilleur que la supply chain de l'aéronautique, où on sait qu'il y a des goulots d'étranglement, on cherche parfois des pièces, il en manque, on cherche aussi des talents? Comment ça se passe chez vous? Alors sur le sujet des talents, ça reste une difficulté. Vous savez que l'industrie a toujours du mal à recruter. Les métiers industriels ont beaucoup diminué en France. On est quand même sur un plateau et sur une voie de redressement, mais on a encore un certain nombre de métiers en tension. C'est vrai que quand on interroge les chefs d'entreprise, ça reste la première des difficultés. Convaincre les jeunes générations que de venir travailler dans l'industrie, de la défense, de l'industrie navale, procure à la fois des métiers passionnants et des métiers au service. Et au service de quoi? Au service de la protection de la nation. Après, comme je le dis, l'état des entreprises va dépendre des entreprises, de leur situation d'un moment donné. Je dirais, globalement, c'est une supply chain, c'est un environnement qui s'est quand même beaucoup restructuré, il faut le dire. Dans les années 80, il y avait plus de chantiers navals. Donc, quelque part, la crise a été vécue
avec notamment dans le domaine commercial le départ d'un grand nombre de constructions de navires en Asie. Mais c'est une industrie qui s'est regroupée autour de forces avec des chantiers de taille moyenne, des chantiers plus grands, avec quelques leaders. Je prends les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, quand même un des leaders mondiaux des paquebots, et Naval Group, quand même très grande entreprise, au top de la technologie dans ces domaines. Voilà, donc c'est une industrie qui s'est regroupée sur ce qu'elle sait faire et qui aujourd'hui est vraiment au service de la protection de la mer et des océans. Il y a de nombreux acteurs du secteur et d'observateurs qui disent mais on est dans un moment sous-marin. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je sais que vous avez de nombreux prospects en cours à travers le monde. Oui, alors c'est une évidence. Alors je crois qu'il y a une raison assez simple à ça. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, quand les nations cherchent à protéger leurs abords maritimes, leurs mers et les océans. Eh bien, les sous-marins modernes sont des équipements extrêmement performants, très silencieux. Un sous-marin, ça va jamais sans un équipage. Donc la performance, c'est bien le sous-marin et l'équipage. Et quand le sous-marin et l'équipage sont bons, finalement, il est capable de défendre une très large zone de sûreté maritime, parce que quand il est quelque part, en fait, on ne sait pas où il est, et donc il peut être partout. Et donc une flotte sous-marine est capable de défendre une très large zone. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup en ce moment de prospects, comme vous le dites, en tout cas de nations qui nous interrogent pour s'équiper de forces sous-marines. Il y a aussi un moment de renouvellement. Il y a eu beaucoup d'équipements dans les années 60-70, 80. On se retrouve 30-40 ans après. Donc il y a un marché de renouvellement des composantes qui fait qu'il y a effectivement une demande aujourd'hui. Parmi toutes ces demandes, il y en a une assez récente, mais qui mérite peut-être qu'on s'arrête dessus, c'est le Canada. Qui souhaite renouveler, je crois, sa flotte et donc qui a besoin de 12 sous-marins. Il reste quelques jours avant la fin de l'appel d'offres. Est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous n'en êtes pas? Alors merci Jean-Baptiste, je peux me permettre donc de commenter. Je pensais que vous alliez parler des Pays-Bas. Parce que quand même l'actualité pour nous, c'est d'avoir signé un contrat absolument incroyable le 30 septembre dernier d'équipement de la force navale des Pays-Bas en sous-marin conventionnel. Voilà, c'est une compétition que nous avons gagnée et qui est la démonstration de notre capacité industrielle et technologique. Voilà, je crois que le Canada, on est au début d'un process. Il faut que tout un chacun comprenne que sur des systèmes d'armes de ce niveau de complexité, les prospects, les projets prennent du temps. Plusieurs années, même parfois plusieurs années, ça se compte peut-être au-delà des doigts de la main. Donc le Canada est au début d'un projet d'acquisition. Voyons dans les semaines qui viennent comment il le structure, comment il l'organise et comment, dans ce processus de consultation des capacités industrielles, ils orientent leur choix. Voilà, donc on est encore au tout début d'un processus au Canada. Que vous regardez néanmoins? Évidemment qu'on regarde comme on regarde toutes les compétitions des pays qui ont des accords de défense avec la France. Pierre-Éric Pommelet, ces dernières décennies, 10, 20, 30 ans, le naval a été submergé d'abord par le numérique. Oui. Le numérique est d'aujourd'hui sur les postes de commande. C'est digital native maintenant pour les marins. Ils ont leurs écrans, il n'y a plus de manette. Enfin, je caricature un peu, mais l'esprit est celui-là. On a aujourd'hui la vague de l'intelligence artificielle qui arrive très très vite, peut-être un petit peu trop vite. Déjà, quel est l'intérêt d'intégrer l'intelligence artificielle dans les navires de manière très concrète? À quoi ça va servir? Voilà, alors c'est vrai, je ne sais pas si on voit le décor qui est derrière moi, mais vous avez choisi un décor de système de combat. Là, on se trouve dans un centre opération de sous-marins. Voilà, beaucoup d'écrans, beaucoup d'informations, une information extrêmement complexe. Et donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle est d'abord là, permettre aux marins de traiter une information beaucoup plus complexe. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus complexe aussi? C'est que les capteurs eux-mêmes sont beaucoup plus performants. Prenez un radar aujourd'hui, il voit beaucoup plus de pistes, de cibles qu'il ne voyait il y a encore quelques années. Un sonar est capable d'écouter beaucoup plus de sons. Et donc, l'intelligence artificielle va permettre déjà de filtrer cette information pour permettre aux équipages d'avoir la bonne information. Mais je pense que dans votre question, il y a aussi le développement de nouvelles capacités. On parle beaucoup des drones dans le naval et je crois que le salon Euronaval est l'opportunité d'aller à la rencontre de toutes ces nouvelles capacités dronisées. Donc de navires sans équipage, on a beaucoup communiqué autour des drones aériens, des drones aéronautiques. Maintenant, il y a des drones navals, des petits bateaux sans équipage, des drones sous-marins, des petits sous-marins sans équipage. Tactiquement, qu'est-ce que ça apporte à un navire, à une frégate, à une FREMM, à une FDI d'avoir ces drones à côté? Justement, prenez une mission de ce qu'on appelle la défense anti-aérienne. Le fait d'avoir un drone qui va être à quelques dizaines de kilomètres va permettre de détecter beaucoup plus tôt l'arrivée d'une menace sur une frégate. Et donc il va pouvoir, avec un senseur, avec un radar,
envoyer une information à une frégate qui va lui dire attention, il y a une menace qui arrive. Est-ce que le sens de l'avenir vous semble être, alors je vais peut-être un petit peu loin, mais une mer sans marin où finalement on n'aura que des objets sans pilote qui navigueront dans leur côté, sous l'eau, au-dessus de l'eau avec... Oui. Alors je suis convaincu que non. Ouais. Je suis convaincu que la mer continuera à avoir des marins, que les navires avec équipage comme les frégates, les sous-marins seront toujours la composante essentielle des marines. Par contre, leur capacité sera augmentée par l'utilisation de drones aéronautiques, des petits hélicoptères capables d'aller observer très loin ou des petits avions et de drones de surface, donc des petits bateaux, des bateaux plus petits, capables d'aller vite, capables d'aller faire une surveillance ou pourquoi pas porter un armement un peu plus loin ou des drones sous-marins. Donc les drones seront des compléments capacitaires aux navires avec équipage qui seront absolument là dans les générations à venir. Un tout dernier mot, Pierre-Éric Pommelet. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du Pang, le porte-avions nouvelle génération? C'est vous qui allez vous en occuper, vous Naval Group. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et quelles sont les échéances qui arrivent? Alors, pas nous Naval Group, mais avec les Chantiers de l'Atlantique, qui est notre partenaire, notamment pour la réalisation du navire. On est aussi actionnaire des Chantiers de l'Atlantique. Technicatome, qui est le concepteur des chaufferies nucléaires, parce que ce porte-avions sera nucléaire. Voilà, c'est le ministre a annoncé récemment dans le cadre du débat budgétaire que ce porte-avions était dans la loi de programmation militaire, était dans la trajectoire budgétaire. En fait, le projet a déjà démarré. On est dans des phases d'avant-projet, le design. On présente des maquettes ici sur ce que sera ce navire. Voilà, charge évidemment à nous et à nos partenaires industriels. J'ai cité les trois principaux, mais vous savez qu'il y a des centaines d'entreprises qui participeront. Eh bien, de proposer au ministère des Armées, voilà, le meilleur navire pour la mission qui sera la sienne, définie demain pour la poursuite du groupe aéronaval. Donc c'est un projet qui a démarré. Merci beaucoup Pierre-Éric Pommelet.